RCF. Le 18-19, l'invité du soir. Bonsoir Jacques Ricot. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct ce soir sur RCF Anjou. Jacques Ricot, vous êtes philosophe, chercheur associé au département de philosophie de l'Université de Nantes. Vous êtes aussi membre de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Depuis 25 ans, vous accompagnez les personnels de santé et les personnes en fin de vie et vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Je ne vais en citer que deux. Le suicide est-il un droit de l'homme ? Point d'interrogation et du bon usage de la compassion. Alors vous êtes notre invité ce soir, Jacques Ricot, à l'occasion de votre venue à Angers pour une conférence qui est organisée par l'association Anjou Philétique. C'est une association qui existe depuis 13 ans et qui est destinée aux soignants ainsi qu'aux étudiants en santé et qui propose 5 conférences par an avec l'objectif de donner aux soignants un petit peu de la matière à penser ou du grain à moudre à propos de la pratique du soin. Et là, Jacques Ricot, vous inaugurez ce cycle de conférences avec un thème assez ardu mais qui est aussi d'actualité. L'euthanasie est-elle un soin ? Ça va se passer ce soir dans un amphithéâtre du CHU d'Angers. Alors je le disais, c'est un sujet d'actualité, l'euthanasie. Le débat sur la fin de vie a été relancé par cet avis favorable rendu mardi 13 septembre par le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, qui ouvre donc la voie à la légalisation de l'aide active à mourir. Et cet avis va servir de base de réflexion à la Convention citoyenne sur la fin de vie qui sera lancée bientôt par Emmanuel Macron, notre président. Alors Jacques Ricot, vous ne vous en êtes jamais caché, vous n'êtes pas un partisan de l'euthanasie. Vous avez récemment déclaré dans le journal La Croix que le droit au suicide engendrerait une rupture éthique colossale. Alors on va essayer avec vous de comprendre vos inquiétudes et ce qui nous permettra peut-être d'avoir quelques arguments contre ce droit à l'euthanasie qui pourrait bien donc être légalisé dans les prochains mois par le président de la République. Mais je voudrais aborder tout de suite avec vous la question de l'émotion et de la compassion. Parce que quand on commence à rentrer dans ce sujet-là, en débat, on en parle avec n'importe qui, on se retrouve toujours face à quelqu'un qui a une situation extrêmement dure de souffrance, où on sait que la personne n'a plus d'issue que celle d'attendre la mort, mais forcément dans des grandes souffrances. Donc il peut toujours sembler compréhensible de vouloir achever ses souffrances et pour que la personne puisse partir, comme le disent les partisans de l'euthanasie, dans la dignité. Je mets ces mots-là entre guillemets. Voilà, ça peut sembler toujours compréhensible finalement quand on aborde ce sujet de l'euthanasie à travers le prisme de l'émotion. Oui, vous avez raison de commencer les choses ainsi parce que avant de poser un jugement, il faut toujours essayer de comprendre pourquoi des personnes sont en effet submergées par l'émotion. Et il est bien naturel, et depuis que les hommes sont des hommes, et tant qu'il y aura des hommes, la mort ne sera jamais un sujet simple, facile. Il y a du tragique dans l'existence humaine, nous le savons bien. La question qui est derrière celle-là, c'est celle de savoir si justement une compassion réfléchie, une compassion intelligente, comme j'aime à le dire, doit aller jusqu'à penser que la seule solution que nous ayons à notre disposition pour soulager la souffrance en fin de vie, c'est de supprimer le souffrant. Il y a quand même un paradoxe ici qui fait que l'élimination du souffrant devient synonyme de combat contre la souffrance. Or, nous sommes en 2022, nous avons les moyens, je dis bien tous les moyens, de soulager, non pas de supprimer, ce serait exagéré, mais de soulager, de rendre apaisables toutes les souffrances. Toutes, je dis bien toutes. Et voilà que, alors que nous sommes très loin du compte en matière de soins palliatifs, de soulagement de la douleur, voilà que par un raccourci que je m'obstine à trouver un petit peu léger, nous sommes en train de dire, écoutez, il y a aussi une autre façon bien plus simple, bien plus sommaire d'en finir, et d'ailleurs bien plus économique. Personne n'ose le dire publiquement, mais enfin, il faut le dire. Peut-être au niveau des pouvoirs publics, ça, mais je ne suis pas sûr que même les partisans de la DMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, est-ce que réellement, au fond d'eux, c'est l'argument économique ? Certainement pas. Personne ne le dira. Je pense même que personne ne le pensera tout haut.
On se dira peut-être après, quand ça sera légalisé, à se dire tiens, ça fait quand même des économies. Cela dit, il y a une logique qui est indépendante, si vous voulez, des intentions des gens, qui est ici à l'œuvre et qu'on ne peut pas ne pas voir. Par exemple, le fait que les mutuelles, dont la fonction est normalement de protéger les êtres vulnérables, les mutuelles aient osé prendre parti très fermement pour cette légalisation, mais il faut le reconnaître, ici un doute sur leur objectivité, parce qu'enfin, ils y voient des économies. Savez-vous qu'au Canada... Je pourrais vous répondre que ça fait un peu complotiste de dire ça, que se dire qu'il y a une entité un peu supérieure à nous qui réfléchit déjà à l'avenir. Je crois qu'il y a une logique. Les hommes font leur propre histoire, disait Marx, mais ils ne savent pas qu'ils la font. Et c'est pas du tout, évidemment, complotiste que de dire ça. C'est simplement observer objectivement les conséquences de choix qui se présentent comme tout à fait rationnels. Vous savez, il faut écouter les artistes. Moi, j'ai lu un roman qui a été publié en 1979, qui a été traduit en français à la fin des années 90, qui s'intitule « La mort moderne ». Et c'est un Suédois, le Willemark, son nom est celui-là. Bon, peu importe. Et il montre très bien que derrière les bonnes intentions, il y a une autre logique qui est à l'œuvre. Je me souviens aussi d'avoir participé à un colloque international où un philosophe allemand, un de mes confrères, donc c'était sur ces questions, pas tout à fait sur ces questions, c'était sur l'humain, sur la personne. Et ce philosophe disait, mais il est évident que si la question de l'euthanasie se pose aujourd'hui, ce n'est pas pour toutes les raisons qu'on met en avant, des raisons de compassion, de lutte contre la souffrance, de respect de la liberté, voire de la dignité, c'est parce que nous sommes au cœur d'un problème démographique dans les sociétés vieillissantes que sont les sociétés occidentales. Je ne sais pas si vous avez vu le film japonais Plan 75, non, où justement, il n'y a aucune caricature. Plan 75, ça veut dire qu'à partir de 75 ans, si vous désirez être supprimé, on vous donne une allocation financière. Et c'est un film qui n'est pas du tout, c'est pas de la science-fiction, dogmatique, parce que chacun des personnages, y compris ceux qui rentrent dans ce système, le personnel de l'association, qui met tout ça en œuvre, ne sont jamais caricaturés. Mais justement, sans être du tout dans le complotisme, ils sont les victimes ou les agents, comme on voudrait dire, d'une logique qui leur échappe. Et c'est ça que je voudrais dire. Il y a une logique qui nous échappe aujourd'hui, c'est la logique économique. Je ne pensais pas que nous allions démarrer ainsi. C'est vrai que je voudrais vous faire revenir tout de même sur... Il y a quand même d'autres problèmes aussi qui se posent, bien entendu. Ouais, mais effectivement, c'est intéressant tout de même de l'entendre, cette question de la logique économique, même si vous, c'est intéressant que le philosophe voit ça sous cet angle-là et nous alerte et nous dise attention, il peut y avoir aussi cette question-là, même si, vous l'avez dit, personne ne le reconnaîtra jamais aujourd'hui. Je voudrais revenir à ce que vous disiez, on ne veut plus supprimer la souffrance, mais finalement on supprime le souffrant. En gros, si on faisait une mauvaise comparaison, si on casse le thermomètre, plutôt que d'agir sur le thermostat, c'est ça. Si vous voulez. Mais j'insiste sur le fait que nous avons les moyens aujourd'hui de soulager les souffrances. Simplement, nous ne les prenons pas, ces moyens. C'est ça qui est quand même pourquoi on les prend pas déconcertant. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher. Donc on en revient encore à la logique économique. Eh bien oui, mais il faut se le dire en face. La culture palliative n'est pas suffisamment développée. Savez-vous qu'encore 25 à 30 départements, parce que c'est un peu compliqué de faire cette comptabilité, ne sont pas équipés en équipe de soins palliatifs. Et puis, il y a il y a encore plus grave que ça, c'est le fait que dans l'ensemble des disciplines hospitalières, par exemple, et dans l'ensemble des formations, il n'y a pas réellement une culture palliative digne de ce nom. Donc, nous avons un retard considérable, et voilà que... Pourquoi on a ce retard si considérable ? Parce que la mortalité a changé, enfin l'évolution, ça a changé, on n'était pas on mourait pas de la même manière il y a encore 50 ans. Bien sûr, mais le retard, il existe depuis longtemps, et aujourd'hui, il est plus flagrant qu'il ne l'était autrefois. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore quelques décennies, on mourait plus rapidement qu'aujourd'hui, avec les progrès de l'hygiène, avec les avancées de la longévité. Il faut reconnaître, et comme je le disais tout à l'heure, les avancées démographiques aussi, il faut reconnaître que les situations de fin de vie sont peut-être plus fréquentes. Et donc, il y a des choses plus visibles qui se passent. Mais n'oublions pas quand même que dans les années 80, 70-80,
beaucoup d'euthanasie qui ne disaient pas leur nom étaient pratiquées. Et c'était ça la fin de vie. Mais personne ne le savait. On ne disait pas d'ailleurs aux proches et encore moins aux patients de quoi la personne prise en charge était décédée. Et donc on faisait ce qu'on appelait des cocktails éthiques. C'est d'ailleurs de cette révolte que sont nés les soins palliatifs à l'époque, en se disant mais il y a quand même d'autres manières de procéder. Et il faut comprendre que, par exemple, en 1990, première année du congrès des soins palliatifs, il y avait seulement 50 personnes. Aujourd'hui, il y en a 2500. Donc on a beaucoup progressé, mais on est très très loin du compte. Les plans de développement de soins palliatifs sont toujours mis de côté, on en parle, et Dieu sait si tous les partisans de l'euthanasie jurent la main sur le cœur qu'ils sont pour le progrès des soins palliatifs, mais dans la réalité, budgétairement, et même dans leur circonscription, j'ai remarqué, moi qui en ai rencontré plusieurs, que beaucoup de parlementaires ne se battaient pas réellement pour la promotion des soins palliatifs. Alors, ils ont des grandes déclarations, mais par contre, sur l'euthanasie, ça c'est plus simple. C'est d'ailleurs une loi bien plus facile à voter que celle qui consisterait à universaliser les soins palliatifs. Alors Jacques Ricot, vous avez évoqué la logique économique qui pourrait expliquer cette volonté de légaliser l'euthanasie. Il y a quand même tout de même le terme de dignité, et ça c'est ça qui revient. Les partisans de l'euthanasie militent pour ce qu'ils appellent le droit à mourir dans la dignité. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette formulation ? Oui, bien entendu que la dignité est un concept dont j'ose dire qu'il est victime aujourd'hui d'un hold-up sémantique, parce que la dignité, ça veut dire que la personne a de façon permanente, et c'est ce qu'avait dit le précédent avis du CCNE, une valeur inconditionnelle qu'on ne peut jamais lui retirer. Et donc il y a une confusion que le dernier avis d'ailleurs ose ne pas dissoudre, alors qu'il le pourrait, entre le sentiment de sa propre dignité, que chacun peut perdre évidemment, et la dignité qui, elle, ne peut jamais se perdre. Et voilà que les partisans de mourir dans la dignité, selon une expression hélas désormais passée presque dans le langage courant, font croire que il y a des morts qui sont dignes et des morts qui ne sont pas dignes, qu'il y a des personnes qui sont dignes et d'autres qui ne le sont pas, qu'il y a des aptitudes qu'on aurait perdues et qui feraient qu'on aurait perdu en même temps que ces aptitudes la dignité. Ils font une confusion, il faut la dénoncer, c'est le métier du philosophe de mettre de l'ordre un petit peu dans les concepts. Ils font une confusion entre la dignité et le sentiment de sa propre dignité. Et d'ailleurs, je m'accorde tout à fait avec des partisans philosophes et quelquefois non philosophes du mouvement dont vous parlez. Je pense à André Comte-Sponville, qui est un farouche et un ferme partisan de la légalisation de l'euthanasie et qui dit avec la plus grande clarté, citation à l'appui, j'ai collaboré avec lui à un ouvrage sur le suicide justement, où là-dessus nous nous rencontrons parfaitement, où il dit mais il ne s'agit pas de mourir de l'indignité. L'association que je parraine utilise ce mot, mais il est très malvenu, parce qu'enfin, la dignité, c'est pas du tout ça, la revendication, c'est la liberté, c'est tout à fait autre chose. Je veux choisir ma mort. C'est pas la même chose que de dire que j'ai perdu ma dignité. Ça, c'est même scandaleux de l'entendre dire, et je crois d'ailleurs que les plus intelligents, parmi les partisans de la légalisation de l'euthanasie, font attention désormais à ne plus utiliser ce terme de dignité. Ah, il y a quand même le mot dans la DMD, Association pour le droit à mourir dans la dignité. Justement, livre après livre, je fais remarquer que c'est pas très loyal de garder le mot. La liberté, ça c'est important, c'est la liberté de choisir sa mort. Pourquoi, selon vous, c'est dangereux pour la société dans l'avenir ? Alors d'abord, ça dépend de ce qu'on appelle choisir sa mort. Il y a des choses qu'on peut choisir en fin de vie, vous savez, la loi le permet. On ne peut pas, par exemple, faire intrusion dans votre corps sans votre consentement, même si votre refus va entraîner un décès plus rapide. Vous avez le droit de refuser des traitements. Et puis, il faut aller plus loin. Les médecins, les soignants n'ont pas le droit de faire sur vous des actes, y compris diagnostiques, et pas simplement des thérapeutiques, plus ou moins lourdes, sans votre consentement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'on appelle désormais de l'acharnement thérapeutique, ou plutôt de l'obstination déraisonnable. Donc, vous avez le droit de dire « stop, je ne veux plus de ces traitements », même si ce refus que vous allez dire de façon parfaitement libre et éclairée, il faut quand même vérifier évidemment ces deux adjectifs-là, même si cela devait abréger les jours qui vous restent à vivre. Et puis, la loi est également très très claire.
on n'a pas le droit de laisser souffrir quelqu'un en fin de vie. Et par conséquent, même si le soulagement de sa souffrance devait abréger ses jours, eh bien, il faut d'abord soulager cette souffrance. Vous savez, ces deux choses-là, elles ont été dites par la loi en 2005, mais elles avaient été dites par Pie XII, figurez-vous. Je parle ici sur une antenne chrétienne. Elles avaient été dites par Pie XII dès la fin des années 50. Vous voyez qu'on a mis du temps quand même à comprendre les choses. Alors, de quelle liberté s'agit-il ? La liberté du suicide ? Bon, je demande à voir. Quand Axel Kahn écrit son livre qui s'intitule « L'ultime liberté », point d'interrogation, il s'interroge précisément sur la liberté du suicidaire et du suicidé. Et il dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas être libre quand on se suicide puisqu'on ne voit pas d'autre issue que celle-là. Et il en parle à connaissance de cause, Axel Kahn. Son père s'est suicidé. Donc voilà quelqu'un qui est, il faut le dire en même temps, agnostique, de gauche. C'est pas une question ici religieuse qui est posée, c'est tout simplement une question de cohérence logique, sémantique. Peut-on être libre quand on n'aperçoit pas d'autres solutions, d'autres horizons que celui de se supprimer ? On peut au moins poser la question. Jacques Ricot, il se peut que l'euthanasie soit légalisée dans les prochains mois. On sent bien que le président de la République est poussé par ça. Il y a des enquêtes d'opinion qui disent que les Français sont assez favorables à ça. Quel risque, quel danger vous voyez si on légalise cette euthanasie? Est-ce que c'est une boîte de Pandore qu'on ouvre ? C'est à l'évidence une boîte de Pandore, mais je voudrais faire remarquer que chaque fois qu'il m'a été donné pendant, disons, 2 à 3 heures de bien exposer la situation devant des gens qui étaient, comme vous le dites, à 90% favorables à cette légalisation, il s'apercevait qu'ils ne connaissaient pas du tout le dossier. Et ils changeaient d'avis, figurez-vous. J'avais moins de 50% à la fin de ces groupes de travail que j'ai pu animer, et encore récemment, et en particulier chez des étudiants. Et donc, faut pas aller trop vite en besogne. Les sondages, au fond, comment les gens les interprètent ? Qu'est-ce que vous préférez ? Souffrir ou mourir ? Évidemment, c'est comme ça. Quelle que soit la façon dont la question est posée, c'est comme ça qu'elle est ressentie. Donc déjà, il faut faire attention. Alors, qu'est-ce que je redoute ? Je redoute évidemment ce qui est en train de se passer en Belgique ou au Canada, ou à l'évidence. En Belgique, une jeune femme qui a été victime d'un attentat rescapé n'arrive pas à s'en remettre psychologiquement et elle a demandé donc le suicide. Et elle l'a obtenu. Elle a obtenu l'euthanasie alors c'était une jeune femme de, 23-25 ans. Donc aucun problème, si vous voulez, de santé, sinon un traumatisme psychique. Si vous me passez l'expression, je vais être un petit peu virulent, mais je crois qu'il faut l'être. Ce que les auteurs de l'attentat n'ont pas réussi à faire en éliminant cette jeune fille, en la traumatisant, des médecins ont achevé la besogne. Une dernière question, Jacques Ricot. Pardonnez-moi si elle est peut-être malvenue, mais elle va peut-être faire le lien avec le sujet de votre dernier livre, Qui sauver, l'homme ou le chien, qui a été publié aux éditions MAM. Vous vous interrogez sur le statut que les humains confèrent aux animaux. J'ai envie de vous dire, on achève bien les animaux en fin de vie, alors pourquoi pas nous ? Oui, le mot euthanasie ne figure pas encore dans le code civil ou dans le code pénal, il figure en revanche dans le code rural. Et en effet, on peut achever des animaux. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas tout à fait le même statut qu'eux-mêmes. C'est d'ailleurs le propos de ce livre auquel vous avez la gentillesse de faire référence. Et qu'on a pu entendre une interview de vous d'ailleurs dans l'invité régional l'année dernière. Vous aviez été interviewé par Anthony Torzek. Exact, oui, je m'en souviens en effet. Excellent journaliste au demeurant, je ferme la parenthèse. Tout à fait. Mais mon travail était de réfléchir à la dissolution des frontières, parce que autant je pense que nous n'avons pas été à la hauteur de la situation par rapport au traitement que nous donnons aux animaux. Et il est heureux que François d'Assise revienne ici au premier plan. Eh bien, il me semble qu'en effet, il y a peut-être un lien entre cette affaire qui fait que les humains sont rabaissés parfois par certains animalistes, comme on les appelle aujourd'hui, au rang des animaux, et le fait que le traitement que nous pouvons infliger aux animaux, nous pourrions de la même façon les infliger aux humains. Mais c'est très étrange parce que c'est au moment où on se dit qu'il ne faudrait pas euthanasier les animaux qu'on se met à demander l'euthanasie des humains. Il y a quelque chose qui fait peur. Qui choque et qui fait peur. En tout cas, Jacques Ricot, merci de cette conversation. Je rappelle que vous êtes philosophe, agrégé de philosophie, enseignant à l'Université de Nantes et très impliqué sur ces questions de fin de vie. Et vous étiez notre invité à l'occasion d'une conférence donnée pour l'association Anjou Philétique devant des soignants et des étudiants du monde de la santé. Encore merci d'avoir suivi cette émission. À réécouter bien évidemment en podcast sur notre antenne rcf.fr. Très bonne soirée à tous.